Chers étudiants, bonjour. Nous allons terminer aujourd'hui le programme de biochimie avec le chapitre des protéines. Nous allons commencer par la définition des protéines. Donc, les protéines résultent de la combinaison d'acides aminés, plus acides aminés, qui sont liés par une liaison amide. Cette liaison amide s'appelle spécialement au niveau des protéines, s'appelle la liaison peptidique. Donc, la protéine n'est qu'un polymère d'acide aminé. Donc, selon le nombre en acides aminés, si nous allons classer les protéines en oligopeptides, polypeptides et protéines. Si le nombre est inférieur à 10, on parle d'oligopeptides. Si le nombre d'acides aminés est compris entre 10 et 100, on parle dans ce cas de polypeptides. Et si le poids moléculaire est élevé et qui résulte de l'association de plusieurs acides aminés, donc supérieur à 100, dans ce cas, on parle d'une protéine. Donc là, j'ai encore allongé l'exemple de la chaîne polypeptidique. Donc cette chaîne, par exemple, cet exemple représente une chaîne polypeptidique constituée de 6 acides aminés. Donc on parle dans ce cas d'un hexapeptide. Donc ça, c'est le C-alpha et le radical du premier acide aminé, le C-alpha et le radical du deuxième acide aminé, le C-alpha et le radical du troisième acide aminé, ainsi de suite. Et chaque acide aminé et un autre, ils sont liés par une liaison amide. Voilà la liaison amide, la deuxième, la troisième, la quatrième, ainsi de suite. Donc, d'une façon générale, on représente l'extrémité N-terminale du côté gauche et l'extrémité C-terminale ici du côté droit. Maintenant, les niveaux d'organisation des protéines. Donc, les protéines ont en général 3 niveaux d'organisation, plus ou moins 1. Donc, soit 3, soit 4 niveaux d'organisation. Le premier niveau d'organisation, c'est la structure primaire. Quand on parle de la structure primaire, c'est-à-dire on parle de certains critères. Le premier critère qui caractérise la structure primaire, c'est le nombre d'acides aminés. Le deuxième critère qui caractérise la structure primaire, c'est la qualité d'acides aminés. C'est-à-dire, il s'agit de quel groupe d'acides aminés qui constitue cette protéine. Et au niveau de chaque groupe, de préférence, donc on précise exactement les noms des acides aminés qui constituent cette protéine. Et puis, à la fin, la séquence des acides aminés, c'est-à-dire la succession. Quel est le premier acide aminé, le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Donc, on peut savoir, c'est-à-dire à l'échelle laboratoire, la structure primaire d'une protéine grâce à un protocole de séquençage. Donc, qui utilise l'hydrolyse acide, l'hydrolyse basique, des séparations d'acides aminés, plus les attaques enzymatiques. Donc, que je ne vais pas détailler dans ce chapitre. Pourquoi? Parce que le séquençage n'est pas inclus dans le programme de mes étudiants de génie des procédés pharmaceutiques. Le séquençage, normalement, il est inclus dans les programmes des étudiants destinés à les étudiants de biologie. Voilà. Donc, on passe au deuxième niveau de structure, qui sont la structure secondaire. La structure secondaire résulte de quoi? Résulte d'un surenroulement de la structure primaire sur elle-même. Voilà, surenroulement de la structure sur elle-même, donnant soit une hélice alpha, voilà, une hélice alpha, soit un feuillet plissé, donc bêta. Donc on revient à l'hélice alpha. L'hélice alpha, c'est un surenroulement de la structure primaire sur elle-même sous forme de quoi? Sous forme d'une hélice, un ressort. Voilà. Chaque tour d'hélice, donc au niveau de cette hélice, les atomes, les C-alpha, les CONH, les C-alpha avec les CONH font partie de l'hélice. Et les radicaux sont dirigés vers l'extérieur de l'hélice. Et puis chaque tour d'hélice est maintenu avec l'autre. Donc pour éviter le déroulement de l'hélice, chaque tour d'hélice est
est lié avec le deuxième tour d'hélice ou bien le tour d'hélice qui le suit grâce à des liaisons hydrogènes. Entre quoi? Entre le doublet électronique de l'oxygène et l'hydrogène, le doublet électronique de l'oxygène du CONH et le H de la fonction NH appartenant aussi à une deuxième liaison amide située au niveau du tour d'hélice suivant. Voilà. Voilà. Ici, par exemple, le CO, une liaison hydrogène entre le CO et le NH. Ici, une liaison hydrogène entre le CO et le NH. Donc, ce sont des liaisons hydrogènes qui ont pour objectif, qui se forment, et qui ont pour objectif quoi? De laisser les tours d'hélice entassées l'une sur l'autre. Si nous n'avons pas ces liaisons hydrogènes, nous allons avoir un déroulement de l'hélice alpha. Voilà. La deuxième structure secondaire, c'est le feuillet plissé bêta. Le feuillet plissé bêta résulte donc, il est sous forme d'un feuillet plissé ou un éventail. Voilà. Donc, au niveau des plissements, regardez au niveau des plissements, le plissement inférieur, le plissement supérieur, un plissement inférieur et un plissement supérieur. Donc, les C-alpha, voilà, regardez les C-alpha, sont situés au niveau des plissements. Deuxièmement, les atomes appartenant à la liaison amide, qui sont les CONH, 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 CONH. Donc les atomes appartenant aux liaisons amides sont coplanaires. Ils appartiennent au même plan. Sont coplanaires. Donc chaque plan de ce plissement contient les atomes de la liaison amide. Il nous reste quoi maintenant? Donc liaison amide 1C-alpha. Liaison amide 1C-alpha. Il nous reste les radicaux. Les radicaux, normalement, ils sont liés au C-alpha. Voilà, donc les radicaux sont situés soit en haut, pour les C-alpha situés sur les plissements supérieurs, soit en bas, pour les C-alpha situés sur les plissements inférieurs. Voilà, les radicaux sont perpendiculaires, donc ils sont soit situés vers le haut, soit situés vers le bas. Il nous reste maintenant les liaisons qui sont incluses dans cette structure. Pour maintenir le plissement tel qu'il est et pour éviter son étalement, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des liaisons hydrogènes. Entre quoi et quoi? Entre le CO appartenant à un plan et le NH appartenant à un autre plan. Il y a une liaison hydrogène. Ici, par exemple, entre le NH appartenant à un plan et le CO appartenant à un autre plan. Résumé de la structure secondaire. La structure secondaire sous forme d'un feuillet plissé bêta et sous forme donc d'un plissement. Les C-alpha sont situés sur les plissements. Les atomes appartenant à la liaison amide sont coplanaires. Les radicaux sont perpendiculaires, soit sont situés vers le bas, soit sont situés vers le haut. Et cette structure est maintenue grâce aux liaisons hydrogènes qui sont formées entre le CO appartenant au niveau d'un plan et le NH appartenant à un autre plan. Voilà. Donc, il n'y a pas que le feuillet plissé bêta, nous avons aussi l'hélice alpha au niveau de la structure secondaire. Donc, je pars maintenant à la structure tertiaire. La structure tertiaire, c'est un surenroulement. Donc, structure secondaire, c'est un enroulement. La structure tertiaire, c'est un surenroulement de la structure secondaire sur elle-même. C'est-à-dire, nous avons soit un feuillet plissé surenroulé sur lui-même, soit une hélice alpha surenroulée sur elle-même, soit une structure mélange entre feuillet plissé et hélice alpha qui sont surenroulées sur elles-mêmes. Regardez par exemple l'exemple ici, tout ce qui est en rouge c'est une hélice alpha, tout ce qui est en bleu c'est un feuillet plissé bêta. Donc nous avons une hélice alpha, une hélice alpha, puis ça vient un feuillet plissé bêta, puis une hélice alpha, une autre hélice alpha, puis un feuillet plissé bêta, ainsi de suite. Donc, cette structure est surenroulée sur elle-même.
Quelle est la résultante de ce surenroulement? C'est le rapprochement des radicaux loin, des radicaux des acides aminés loin. Il y aura établissement de nouvelles liaisons. Les différents types de liaisons, par exemple, on part du plus faible vers le plus fort. Vous avez les effets hydrophobes. Ça veut dire les radicaux des acides aminés hydrophobes vont se regrouper à l'intérieur de la structure protéique pour fuir l'environnement hydrophile. Voilà. Et vont former une liaison entre elles qui s'appelle des effets hydrophobes. Puis on parle de la liaison hydrogène. Entre quoi? Entre n'importe doublé appartenant à un oxygène et un radical et un hydrogène appartenant aux radicaux. Puis vous avez aussi les liaisons ioniques. Entre quoi? Entre un COO- d'un acide aminé acide et un NH3+ d'un acide aminé basique. Puis à la fin, vous avez les liaisons les plus fortes entre un SH appartenant à une cystéine et un SH appartenant à une cystéine qui donne un pendisulfure. Nous avons déjà expliqué cette liaison au niveau des propriétés des acides aminés, la formation de pendisulfure entre deux cystéines. J'explique encore donc la structure secondaire, plutôt la structure tertiaire. Donc pour plus de détails, par exemple, regardez ici. Par exemple, de là à là, d'ici jusqu'au troisième liaison. Vous avez l'alanine, leucine. Ce sont deux radicaux hydrophobes. Par exemple, entre phénylalanine et une autre phénylalanine, appartenant qui est très loin d'elle. Vous avez aussi des effets hydrophobes. Entre deux isoleucine en haut et isoleucine en bas, vous avez aussi un effet hydrophobe. Donc, tous les acides aminés hydrophobes vont se réunir dans une poche interne pour fuir l'environnement hydrophile. Ça, c'est la liaison la plus faible. Par exemple, ici, c'est la liaison donc hydrogène. Entre quoi? Entre un doublet électronique appartenant au CO de l'acide aspartique et un H appartenant à la tyrosine. Donc, encore plus fort, la liaison ionique. Entre quoi? Entre un NH3+ d'un acide aminé basique qui est la lysine et le COO- d'un acide aminé acide qui est le glutamate. Puisque, revenez au chapitre 1, à pH 7, les groupements carboxyles sont sous forme COO- et les groupements amines sont sous forme NH3+. Voilà. Et puis, à la fin, la liaison la plus forte entre deux cystéines CH2SH, CH2SH, le SH avec le SH forme un pendisulfure qui est une liaison covalente, Donc, je pars des effets hydrophobes vers la liaison hydrogène, vers la liaison ionique, puis la liaison covalente. Toutes ces liaisons vont maintenir la structure tertiaire sous forme globulaire, sous forme d'un globe d'une protéine. Donc, ce qui lui confère sa structure. Ce qui lui confère sa structure fonctionnelle et donc sa fonction. Voilà. Donc, en général, la majorité des acides aminés la majorité des protéines sont organisées en structure primaire, secondaire, tertiaire. Donc, ils s'arrêtent au niveau tertiaire. Et le niveau tertiaire est largement suffisant pour acquérir leur fonction. Mais il y a certaines protéines qui dépassent le niveau tertiaire, ils passent à un autre niveau d'organisation qui est le niveau d'organisation quaternaire. Donc on passe au niveau d'organisation quaternaire. Donc l'organisation quaternaire, c'est une organisation oligomérique, donc formée polymérique. Donc c'est une structure polymérique formée de plusieurs oligomères. Donc chaque monomère protéique, on parle de monomère protéique, spécialement il y en a certains qui l'appellent protomère. Monomère protéique, ça veut dire protomère. Donc vous avez un protomère, un deuxième protomère, un troisième et un quatrième. Chaque protomère donc est organisé en structure primaire, secondaire, tertiaire. Voilà. Donc, par exemple, je vous donne l'exemple de l'hémoglobine.
L'hémoglobine est formée de 4 protomères, 2 feuillets plissés bêta, bêta 1 et bêta 2, et 2 hélices alpha. Voilà, qui sont liées entre elles. Donc les 4 protomères sont liés entre eux. Voilà. Et donc vous avez une autre structure qui n'est pas protéique, qui est aprotéique, qui est liée à chaque protomère, ici, et qui est responsable de l'activité de cette protéine, qui est par exemple la molécule d'AME, ici. Vous avez une molécule d'AME ici qui contient le fer, et une molécule d'AME, un complexe M ici, et un autre ici, et un autre ici. Donc nous sachons que déjà que l'hémoglobine la fonction de l'hémoglobine est l'échange gazeux. Donc elle fixe l'oxygène, elle le transporte vers les cellules, elle le libère, puis elle fixe le CO2 pour le transporter vers les poumons. Donc cette propriété est due à la présence de ce complexe M au niveau des 4 sous-unités. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'une structure quaternaire. Donc c'est une structure qui est formée de plusieurs monomères protéiques. Généralement, c'est des monomères pairs, voilà, et qui sont parfois associés avec un élément non protéique indispensable à l'activité biologique de la protéine. Voilà. Donc, relation structure-fonction. Qu'est-ce que ça veut dire relation structure-fonction? Ça veut dire que la structure des protéines influence la fonction. Si vous avez une bonne structure, primaire, secondaire, tertiaire, ça veut dire que vous avez une bonne fonction biologique. Structurelle ou dynamique, ça dépend du type de la protéine. Donc on parle dans ce cas de protéines membranaires, récepteurs, enzymes, ainsi de suite. Donc une bonne structure, ça veut dire bonne fonction biologique. Donc la protéine est dite de conformation native ou naturelle si elle exprime sa fonction biologique dans les conditions physiologiques. Donc dans ces conditions physiologiques, elle exprime une très bonne fonction. Ça veut dire qu'elle a une très bonne conformation. Maintenant, si la structure protéique est détruite, ça veut dire qu'elle est détruite, ça veut dire que toutes les liaisons impliquées qu'on a déjà vues, les liaisons hydrogènes, les interactions hydrophobes, les liaisons ioniques, les liaisons covalentes même, elles sont détruites, c'est-à-dire elles sont rompues. Si ces liaisons sont rompues, ça veut dire que la structure protéique va s'ouvrir, va se désorienter, et dans ce cas, elle va perdre sa fonction. Il n'y a pas que la fonction qui est perdue aussi, il y a aussi la solubilité qui est perdue. Donc, le premier marqueur de la dénaturation protéique ou bien de la destruction de la structure protéique, c'est bien la perte de la solubilité. Donc, il y aura perte de la solubilité avec perte de la fonction. Donc, cette destruction de la structure protéique a été appelée donc dénaturation. La dénaturation, c'est un état désorganisé de la protéine qui induit la perte de la solubilité et sa fonction. Comment les protéines sont dénaturées? Ils sont dénaturés en le mettant face à des agents physico-chimiques. Donc, le premier agent physique, c'est le chauffage. Le chauffage induit, qu'est-ce qu'il induit? Il induit une rupture des liaisons hydrogènes. Donc, il y aura dans ce cas réouverture de la structure protéique et dénaturation, perte de la solubilité et perte de la fonction. Chauffage extrême, c'est-à-dire vraiment quand on parle d'un bon chauffage. Action des acides et des bases. Donc, ça, c'est clair et net. Il faut aller vers le chapitre acides aminés. À pH 7, la protéine a une très bonne structure grâce aux liaisons ioniques. Entre quoi? Entre un COO- et un NH3+, un COO- d'un acide aminé acide et un H3+, voilà, ici, et entre un COO- d'un acide aminé acide et un NH3+ d'un acide aminé basique. Ça, c'est à pH 7.
Maintenant, si on arrive au pH acide, si on met cette protéine face à un pH acide, l'acide aminé va se retrouver sous sa forme pleinement protonée. Et donc, dans ce cas, tout ce qui est COO-, il va être COOH. Il va devenir COOH. Et vous allez avoir rupture de cette liaison ionique. Maintenant, si je vais mettre la protéine dans un milieu basique, le contraire, dans un milieu basique, il y en a le NH3+, qui va se transformer en NH2, qui va perdre son proton, puisqu'il est mis dans un milieu basique. Il va libérer son proton. Donc, il y aura NH2 ici, il y aura encore rupture de la liaison ionique. Donc, les pH de part et d'autre du pH 7, qui sont, c'est-à-dire largement inférieurs et supérieurs au pH 7, il va provoquer quoi? La rupture de la liaison ionique. Grâce à quoi? Soit grâce à bien à cause de quoi? À cause de la protonation des groupements COOH ou la déprotonation des groupements NH3+. Et dans ce cas, on aura une rupture de la liaison ionique. Donc ça, c'est l'action des acides et des bases. En plus de la rupture des liaisons hydrogènes. Action de l'urée en solution concentrée et le mercaptoéthanol. Là, ce sont des solutions très oxydantes qui agissent directement sur les liaisons les plus fortes qui sont les ponts SS. Voilà. Vous avez aussi l'action des détergents, l'action des radiations UV et X. Voilà. Ça, c'est l'ensemble donc des agents dénaturants qui provoquent des dénaturations, soit réversibles, soit irréversibles. Donc, il y a certains agents qui provoquent des dénaturations irréversibles. Certains agents, non, ils provoquent des dénaturations réversibles. C'est-à-dire, dès qu'on élimine l'agent dénaturant, la protéine peut rejoindre ou regagner sa structure fonctionnelle. Voilà. Propriétés physico-chimiques. La première propriété physico-chimique qu'il faut discuter au niveau des protéines, c'est la solubilité. La solubilité dépend de sa composition en acides aminés, polaires ou apolaires. Plus elle est riche en acides aminés polaires, plus elle est soluble dans l'eau. Plus elle est riche en acides aminés apolaires, plus sa solubilité sera moindre. Voilà. Donc, cette solubilité dépend de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est le pH. La solubilité donc des protéines dépend du pH. Regardez ici par exemple le graphe. L'étude de la solubilité exclut, regardez ici, le graphe, il exclut les pH extrêmes. L'étude, donc si on veut étudier la solubilité de la protéine, on évite les pH extrêmes. Pourquoi? Parce qu'au niveau des pH extrêmes, nous avons une perte de la solubilité. Qui est à cause de quoi? Qui est à cause d'une dénaturation de la protéine. Donc ici, c'est un autre phénomène. C'est un autre phénomène complètement différent. Donc il est différent de l'effet de pH sur la solubilité elle-même. Ici, nous avons une perte de la solubilité qui est due à quoi? Qui est due à la dénaturation des protéines. Donc ici, ces zones-là ne sont pas concernées par l'étude de la solubilité en fonction du pH. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Que plus on se rapproche du pH isoélectrique, plus la solubilité diminue. Plus on augmente encore le pH et on est loin du pH isoélectrique, plus la solubilité est meilleure. Donc, pourquoi? Parce qu'au pH isoélectrique, la protéine, donc, au pH isoélectrique, la protéine a une charge globale qui est égale à 0. Voilà. Et dans ce cas, son interaction avec le milieu va être rompue. Donc, charge globale 0, c'est-à-dire elle n'interréagit pas avec son solvant et elle va être relarguée. Sa solubilité sera très petite. Voilà. À un niveau inférieur au pH isoélectrique, sa charge globale sera positive. Voilà, sa charge globale sera positive et elle aura une très bonne interaction avec le milieu. C'est la raison pour laquelle elle est soluble. À un niveau supérieure au pH isoélectrique, elle a une charge globale négative. Donc, elle a une très bonne interaction avec l'eau. Et dans ce cas, elle sera soluble. Au pH isoélectrique,
sa charge globale sera 0, elle va perdre son interaction avec les molécules d'eau et elle aura une solubilité minime. Voilà. Le deuxième paramètre, donc c'est la température qui influence la solubilité, c'est la température. Donc nous avons ici deux segments, la solubilité en fonction de la température. Donc à des niveaux bas de température, on remarque que la solubilité augmente avec l'augmentation de la température. Donc ici, la protéine répond à la loi d'Arrhenius. Plus on augmente donc la température, plus on augmente donc la température, la solubilité augmente. Voilà, ici. Maintenant, mais arrivé ici à un certain niveau, c'est la température dénaturante. Ici, vous avez une rupture des liaisons qui contribuent à la structure tertiaire de la protéine, dénaturation de la protéine, et dans ce cas, perte de la solubilité, puisque le premier marqueur de la dénaturation de la protéine, c'est la perte de la solubilité. Ici, vous avez un déclin drastique de la solubilité qui est suite à la dénaturation. C'est-à-dire, à partir d'un certain niveau, nous avons une dénaturation qui provoque un déclin de la solubilité. Nous sommes toujours donc avec la solubilité qui est influencée donc par la force ionique, Donc regardez ici donc un graphe qui exprime la solubilité en fonction de la concentration en sel. Donc en augmentant la force ionique, nous avons une amélioration de la solubilité des protéines. Donc c'est le salting in. Un certain niveau bas en concentration saline. Si on augmente donc la force ionique, les sels, donc si on augmente la force ionique, nous avons une amélioration de la solubilité protéique. Mais à partir d'un certain niveau, si on augmente encore la concentration en sel, dans ce cas, les sels vont entrer en compétition avec la protéine vis-à-vis du solvant qui est l'eau. Et la protéine va se retrouver sans contact avec son solvant, elle va perdre sa solubilité et elle va dans ce cas être relarguée. On parle dans ce cas du salting out. Donc nous avons deux segments. Un segment où nous avons une amélioration de la solubilité en fonction de la concentration saline, mais arrivé à un certain niveau de concentration saline, le sel va faire un effet contraire, c'est-à-dire il va relarguer cette protéine, il va diminuer sa solubilité. Cette diminution de la solubilité, il faut signaler ici un point très important, la diminution de la solubilité est encore plus drastique. Si quoi? Si on exerce un pH isoélectrique. Si on exerce cette opération à un pH isoélectrique, la diminution de la solubilité sera encore plus importante, plus drastique. Donc si on agit avec les deux facteurs, puisque nous avons déjà vu qu'au pH isoélectrique, regardez ici, un pH isoélectrique, vous avez une charge globale 0, une solubilité minime. Si on agit encore avec les sels, un pH isoélectrique, nous avons encore une solubilité très minime et un bon relargage des protéines. Donc je rappelle ici, pour ce que j'ai dit avant, qu'est-ce que ça veut dire le pH isoélectrique? C'est le pH, c'est la même définition qu'on a déjà vue pour les acides aminés. Un pH isoélectrique d'une protéine, c'est le pH pour lequel la totalité des protéines ont une charge globale nulle. Il dépend de quoi? Il dépend de l'ensemble des pK, des groupements situés au niveau des chaînes latérales des acides aminés de la protéine. Donc, si par exemple elle est majoritairement constituée d'acides aminés acides, son pH isoélectrique sera acide. Si elle est formée majoritairement de pH d'acides aminés basiques, son pH isoélectrique sera basique. Et si elle a un mélange de part et d'autre, avec des acides aminés par exemple neutres, son pH isoélectrique sera équilibré au pH 7. Donc, le pH isoélectrique des protéines dépend de sa constitution en acides aminés. Voilà.
Donc, nous sommes toujours, nous sommes arrivés aux techniques de séparation des protéines. Comment séparer les protéines? Donc, la première technique, c'est la technique basée sur la solubilité. C'est ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'on a dit? Au pH isoélectrique, la protéine a une solubilité minimale. Si on augmente le sel à une concentration à partir d'un certain seuil de concentration, nous avons un salting out. Voilà. Donc si on agit avec les deux paramètres, pH isoélectrique, c'est-à-dire et on augmente le sel, c'est-à-dire on augmente la concentration saline au pH isoélectrique, dans ce cas nous avons quoi? Nous avons un très bon relargage des protéines. Maintenant, il faut signaler que chaque protéine est relarguée à une certaine concentration saline. Donc, chaque protéine est relarguée à une certaine concentration saline selon son poids moléculaire et sa composition en acides aminés. Certaines protéines sont relarguées déjà à des concentrations salines basses. D'autres protéines ne sont relarguées que lorsqu'on augmente la concentration saline à des niveaux supérieurs. Donc, cette propriété nous donne une idée sur la séparation des protéines. Donc, en modifiant la force ionique et le pH, les protéines sont relarguées l'une après l'autre selon leur sensibilité à la force ionique et leur pH isoélectrique. Chaque type de protéine est précipité à un certain pourcentage de saturation en sel selon son poids moléculaire et sa composition en acides aminés. La précipitation est nette au pH isoélectrique. J'explique cette idée. Imaginons nous avons un tube qui contient par exemple combien? Donc une protéine, deux protéines, trois protéines. Trois types de protéines. Chaque protéine peut être précipitée à une certaine concentration saline différente de l'autre. Donc je commence à ajouter par exemple les sulfates d'ammonium. Le sel, le sulfate d'ammonium. À ajouter ici dans ce tube. Si on remarque que nous avons une certaine précipitation, on laisse un temps suffisant à la formation du précipité. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On centrifuge. On aura un culot qui contient la première protéine qui a été relarguée au précipité à la concentration C1. Les deux autres protéines vont rester solubles au niveau du surnageant. Donc si je fais une centrifugation, je peux séparer le surnageant à part qui contient les deux protéines restantes et je peux avoir le culot qui contient la protéine 1 pure. Donc redissolution. Je vais la redissoudre dans l'eau distillée. Donc je vais essayer de faire un lavage, éliminer les sels et redissoudre dans l'eau distillée. Voilà. Maintenant, les deux protéines qui se retrouvent maintenant encore mélangées, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter encore la concentration saline à un niveau supérieur, C2 supérieur à C1. Et lorsque je remarque que j'ai une deuxième précipitation, je laisse un temps suffisant à la formation du précipité et puis je centrifuge. J'aurai la deuxième protéine dans le culot et la troisième protéine au niveau du surnageant. Donc je sépare le culot et je le redissous dans un tube à part. La protéine 2 se trouve pure, puis le surnageant je le prends à part et la protéine 3 se retrouve pure. Comme ça, par exemple, avec ce protocole-là, j'ai séparé la protéine 1 de la protéine 2 et de la protéine 3. Ça, c'est en agissant avec le sel. Maintenant, si chaque protéine est encore relarguée, c'est-à-dire si je vais agir avec la concentration saline et je vais modifier encore le pH, chaque protéine peut être relarguée d'une manière nette à son pH isoélectrique. Donc la précipitation est encore nette et rapide au pH isoélectrique en augmentant aussi la concentration saline. Voilà. Les deux facteurs agissent en synergie dans le sens de la précipitation de la protéine. Donc, nous passons encore aux techniques basées sur la charge. On parle dans ce cas d'électrophorèse et chromatographie échangeuse d'ions. Le principe, il est déjà expliqué
le même principe qui s'applique sur les acides aminés s'applique sur les protéines. L'électrophorèse est basée sur la séparation en fonction de la charge, et la charge dépend du pH. Un niveau supérieur au pH isoélectrique, un niveau inférieur au pH isoélectrique, la protéine a une charge globale positive et elle va migrer vers la cathode, le pôle négatif. Un pH isoélectrique, la charge globale de la protéine a une charge 0, donc elle ne se déplace pas. Un pH supérieur au pH isoélectrique, la protéine a une charge globale négative et elle va se déplacer vers donc l'anode, pôle positif. Voilà, et comme ça, donc il y aura une séparation. Donc le même principe qui s'applique sur les acides aminés s'applique sur les protéines dans l'électrophorèse. La chromatographie échangeuse d'ions aussi. Chaque protéine, dans une échangeuse d'ions, chaque protéine est relarguée à son pH isoélectrique. Donc chaque protéine va être exclue de la colonne et éluée à son pH isoélectrique. Donc, technique basée sur la taille et le poids moléculaire. La première, donc le premier type de ces techniques, c'est la dialyse et l'ultrafiltration. Ce sont deux techniques membranaires. Donc, dont le principe repose sur la perméabilité membranaire. D'une façon générale, les protéines ne pénètrent pas à travers une membrane d'ultrafiltration ou une membrane de dialyse. Donc, si je veux séparer les protéines des micromolécules, donc dans ce cas, les micromolécules vont passer à travers la membrane et les protéines vont rester en amont de la membrane. Voilà. Maintenant, il y a une différence entre la dialyse et l'ultrafiltration. C'est que la séparation au niveau de la dialyse repose sur le gradient de concentration. Donc, c'est un mouvement des molécules selon le gradient de concentration. Donc, c'est une technique qui s'exerce sans pression. Alors que l'ultrafiltration, non, elle s'exerce avec pression. Donc, nous allons exercer une pression sur la solution à filtrer, à ultrafiltrer. Les micromolécules vont passer et les protéines vont être obtenues. Voilà la différence entre les deux en exerçant une pression dans le cas de l'ultrafiltration. Donc, je parle ici de la dialyse. Par exemple, j'explique la dialyse ici. Donc, nous démarrons la dialyse. Voilà, ça, c'est le T0 de la dialyse. Donc, j'explique, nous avons un bain de dialyse. Un bain de dialyse contenant donc le liquide de contre-dialyse qui est l'eau distillée. Et le liquide à dialyser, c'est-à-dire à séparer, nous allons le mettre dans un sac de dialyse qui est formé d'une membrane semi-perméable qui ne laisse pas infiltrer les protéines. Voilà. On va remplir le sac, le fermer de part et d'autre et le plonger dans le bain de dialyse. Voilà. Donc, il y aura un mouvement en fonction du gradient de la concentration. Les solutés vont passer du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc, ils vont sortir. Donc, le bain de dialyse, il va se concentrer progressivement en micromolécules. Donc, le liquide de contre-dialyse va être de plus en plus concentré. En contrepartie, l'eau, il va passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, le liquide à dialyser, il va s'appauvrir encore aussi en concentration, puisque les molécules vont sortir et l'eau va rentrer. Voilà. Et le liquide de contre-dialyse, il va encore se concentrer, puisque les molécules vont sortir et l'eau, il va rentrer. Donc, petit à petit, les deux concentrations de part et d'autre de la membrane, c'est-à-dire au niveau du bain du liquide de contre-dialyse et au niveau du liquide à dialyser, vont être égales. Voilà. Le gradient de concentration va s'annuler et la migration va s'arrêter. Le mouvement des molécules, il va s'arrêter. Si je n'ai pas un résultat satisfaisant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois renouveler donc le liquide de contre-dialyse.
Donc j'élimine l'eau, j'élimine le liquide de contre-dialyse et je le renouvelle avec de l'eau distillée neuve. Voilà. Et donc j'aurai encore un mouvement des molécules restantes. Voilà. Les molécules restantes, ils vont sortir et l'eau, il va rentrer jusqu'à ce que nous avons une égalité des concentrations et ainsi de suite. Si je n'ai pas un niveau satisfaisant, je renouvelle encore jusqu'à ce que j'ai un résultat satisfaisant, c'est-à-dire une bonne séparation des protéines vis-à-vis des micromolécules constitutives du mélange. Voilà. Voilà la dialyse. Donc résumé, les techniques membranaires sont la dialyse et l'ultrafiltration. La dialyse repose sur la différence de concentration, sur le gradient de concentration, alors que l'ultrafiltration, c'est une séparation en fonction, donc en exerçant une pression. Voilà. Donc, les techniques basées sur la taille et le poids moléculaire, nous sommes toujours avec la taille et le poids moléculaire, c'est la chromatographie, donc deuxième technique, bien troisième, dialyse. Donc, ultrafiltration, la troisième technique, c'est la chromatographie d'exclusion moléculaire. Elle est appelée aussi gel filtration ou tamis moléculaire. Donc, dans cette technique, nous avons donc une colonne qui est remplie de gel d'une phase stationnaire qui s'appelle le gel de Cefadex. C'est un gel qui est sous forme de poudre qu'on gonfle en utilisant la phase mobile. On va le gonfler. Lorsqu'il se gonfle, il va absorber de l'eau. Il va former une structure en billes, en petites billes hydratées. Si on, par exemple, si on observe une bille, par exemple, de gel de Cefadex, nous allons remarquer qu'elle est poreuse, qu'elle est criblée, donc elle est poreuse. Et elle peut laisser passer les petites molécules à travers ses pores. Voilà. Donc, je vais remplir ma colonne de gel de Cefadex déjà donc gonflé. Et on dépose un mélange constitutif donc de 3 protéines. Par exemple, une petite protéine, par exemple un polypeptide, une protéine moyenne, la verte, et une protéine de poids moléculaire élevé, qui est la rouge. Voilà, on dépose. Donc, véhiculé par la phase mobile, qu'on va mettre en haut, les protéines vont passer à travers la phase stationnaire, qui est le gel de Cefadex. Selon la taille, la migration dépend de la taille et le poids moléculaire. Plus la taille est petite, plus la taille et le poids moléculaire sont petits, plus les molécules vont être retardées. Plus la taille est grande, les poids moléculaires sont grands, plus les molécules vont migrer rapidement. Pourquoi ? Parce que les grosses molécules vont passer entre les billes de Cefadex. Ils vont passer ici. Directement ici, entre les billes de Cefadex. Ne pénètrent pas à l'intérieur des pores d'une seule bille, puisqu'elles sont grosses. Donc, ils vont passer au niveau du vide, formé entre les billes. Voilà. Donc, le trajet des grosses molécules sera très court. Donc, ils vont être exclus de la colonne en premier. Les petites molécules, par contre, ils vont passer plus à l'intérieur donc, des pores constitutifs des billes. Donc, leur trajet va être très rallongé, voilà, très grand. Et dans ce cas, ils vont être exclus en dernier. Les molécules moyennes, de taille et de poids moléculaire moyen, ils vont passer parfois entre les billes et parfois à l'intérieur des pores d'une seule bille. Et dans ce cas, leur trajet sera moyen et vont être exclus en deuxième lieu. Donc, la chromatographie d'exclusion moléculaire est une technique de séparation selon le poids et la taille moléculaire. Les grosses molécules sont exclues
en premier, les molécules moyennes en deuxième et les petites molécules ou les petites particules en dernier. Bien sûr, on aura ce profil. Comment on aura ce profil? En représentant la densité optique des tubes récoltés à la sortie de la colonne. Donc, parce qu'à la sortie de la colonne, je vais récolter des tubes contenant la phase mobile avec les protéines relarguées. La densité optique, c'est à quelle longueur d'onde? C'est à 280 nanomètres, puisqu'on peut analyser les protéines à 280 nanomètres. C'est le lambda max de l'absorbance des acides aminés aromatiques. Voilà. Donc, je mesure la DO à 280 nanomètres en fonction du volume d'élution, c'est-à-dire le volume de la phase mobile qui passe, qui est récolté à la fin de la colonne depuis le début de l'opération jusqu'à la fin. Donc, et on prend les DO et on trace le profil. On aura 3 pics. Le premier pic représentant les grosses molécules, le deuxième pic les molécules moyennes et le dernier pic sont les petites molécules. Et de cette manière, j'aurai séparé les 3 types de protéines. Donc, enfin, on arrive aux fonctions des protéines. Donc, nous avons 2 types de protéines. Selon la structure, qui ont une structure différente et qui ont une fonction aussi différente. Donc, le premier type de protéines, ce sont les protéines fibreuses. Et le deuxième type de protéines, ce sont les protéines globulaires. Donc, on commence par les protéines fibreuses. Les protéines fibreuses sont appelées protéines structurales car elles constituent le principal matériau de construction chez les vertébrés. Elles sont linéaires, insolubles dans l'eau et d'une grande stabilité. Support mécanique au tissu et résistance à la traction. Donc, les protéines fibreuses, ce sont des protéines d'une structure fibreuse, c'est-à-dire sous forme de fibres, et elles sont quoi? Elles sont insolubles. Donc, leur fonction repose sur leur insolubilité. La fonction repose sur leur insolubilité. En général, ce sont des protéines de structure qui renforcent les tissus, qui font une contraction musculaire, qui bougent par exemple les brèches au niveau de la peau lors d'une fissure, lors d'une hémorragie. Donc, leur fonction est due à leur insolubilité. Je donne un exemple. Le collagène, où on trouve le collagène dans les os, la peau, les tendons et le cartilage. Donc, c'est une triple hélice formée de 3 chaînes polypeptidiques d'environ 1000 acides aminés chacun. Voilà, regardez. Voilà. Donc, le collagène, voilà, il est formé de 3 hélices. Chaque hélice est formée de 1000 acides aminés. Et c'est une triple hélice hélicoïdale, c'est-à-dire surenroulée, donc sur elle-même. Voilà. Donc, le collagène, on le trouve au niveau des os, de la peau, des tendons, le cartilage. Donc, il contribue à la robustesse de ces tissus. Voilà. La kératine. La kératine, on trouve la kératine au niveau des couches supérieures de l'épiderme. Au niveau des cheveux, la kératine, les cheveux sont de la kératine. Les ongles, les écailles, les sabots des animaux et les plumes des oiseaux. C'est une hélice alpha insoluble dans l'eau chargée de protéger l'organisme contre l'environnement extérieur. Donc le rôle de la kératine, c'est de protéger l'organisme contre l'environnement supérieur puisqu'elle a une fonction, puisqu'elle est insoluble, donc elle protège l'organisme. Les cheveux, ils protègent la tête. Les ongles protègent les extrémités des doigts. Les écailles, les sabots, ainsi les plumes, ainsi de suite. Donc, ces nombreuses liaisons disulfure en font une protéine extrêmement stable, capable à résister à l'action des enzymes protéolytiques. C'est la raison pour laquelle on peut trouver par exemple des cadavres qui ont été enterrés depuis des années, mais les cheveux sont intacts. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement robuste, elle est tellement solide, renforcée, qu'elle résiste à l'action protéolytique des enzymes. Le fibrinogène, donc c'est une protéine plasmatique sanguine responsable de la coagulation du sang.
Comment elle se forme, le fibrinogène? Grâce à l'action de la thrombine, le fibrinogène est converti en molécule de fibrine, une protéine insoluble qui s'agglutine pour former le caillou protecteur contre l'hémorragie. Donc, grâce au fibrinogène qui se transforme en fibrine, protéine insoluble, nous avons quoi? On peut arrêter, ou là on peut combler une brèche au niveau de la peau et arrêter donc l'hémorragie. Les protéines musculaires, on parle dans ce cas de l'actine, les fibres d'actine et de myosine qui font les fibres d'actomyosine, c'est grâce à la contraction de ces fibres qu'on a un mouvement, qu'on a une fonction, soit du muscle lisse, soit du muscle strié. Dans ce cas, c'est grâce à ces protéines qu'on peut avoir, qui sont insolubles, qu'on peut avoir donc une certaine fonction, par exemple la contraction musculaire. Voilà. Donc on passe au deuxième type de protéines, ce sont des protéines sphériques, ce sont les protéines globulaires. Les protéines globulaires, ils n'ont pas une structure fibreuse, ils ont une structure globe, structure en globe tridimensionnelle, donc une structure sphérique. Contrairement aux protéines fibreuses, les protéines globulaires sont des protéines solubles. Et donc, ils jouent un rôle dans quoi? Donc, vous avez la catalyse. Grâce à quoi? Grâce aux enzymes. Donc, les enzymes, ce sont des protéines globulaires solubles contenant dans les cellules. On trouve les enzymes dans les cellules, à l'intérieur des cellules, et qui exercent quoi? L'ensemble de toutes les réactions de catabolisme, d'anabolisme au niveau de la cellule. Voilà. Le transport, ces protéines globulaires peuvent assurer le transport. Nous donnons l'exemple de l'hémoglobine, qu'on a déjà cité au niveau de la structure quaternaire. Donc, elle assure quoi? Le transport de l'oxygène. L'hémoglobine, elle assure le transfert de l'oxygène et du CO2. Des lipoprotéines, par exemple, qui transportent les lipides, ainsi de suite. Voilà. La régulation du pH. On parle, par exemple, dans ce cas, de l'albumine du sang. L'albumine du sang, elle contribue à la régulation du pH, puisqu'elle, c'est une protéine, elle joue le rôle acido-basique. Donc, si le pH est bas, elle joue le rôle d'une base. Si le pH est acide, elle joue le rôle d'un acide. Ainsi de suite. Et donc, de cette manière, elle va absorber, donc elle va réguler le pH à 7. La régulation du métabolisme. Donc, on parle dans ce cas, la régulation hormonale, hein, grâce aux hormones polypeptidiques. Je vous donne l'exemple le plus courant et qu'on connaisse tous, l'exemple de l'insuline et le glucagon. L'insuline, c'est une protéine douée d'une activité hormonale. Aussi le glucagon, ce sont deux hormones qui modulent donc la glycémie dans le sang. Le taux du glucose dans le sang ou la glycémie, qui module la glycémie. L'insuline, donc c'est une hormone hypoglycémiante et le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante. Grâce à la balance de concentration de ces deux, on peut avoir une régulation de la glycémie. La défense de l'organisme. Quand on parle d'une protéine qui est responsable de la défense de l'organisme, on parle des anticorps. Les anticorps donc, sont des protéines spécialisées qui inactivent les corps étrangers, que ce soit bactéries, toxines, virus, ainsi de suite. Donc, regardez ici le schéma d'une immunoglobuline ou des anticorps. Donc, regardez, les immunoglobulines sont formées de deux chaînes lourdes. Voilà, on a une véritable structure tertiaire. Regardez, donc, des chaînes plutôt... On peut considérer que c'est une structure donc, tertiaire. Regardez. Deux chaînes lourdes. Regardez les ponts disulfures. Les ponts disulfures qui contribuent dans la structure tertiaire. Voilà. Deux chaînes lourdes qui sont liées entre elles par des ponts disulfures. Et deux chaînes légères aussi qui sont liées avec les chaînes lourdes avec des ponts disulfures. Donc ça, c'est la partie constante. La partie variable, elle est située ici et ici. C'est le site de liaison à l'antigène. Donc ça, c'est la partie variable qui est produite selon la forme d'un antigène bien déterminé. Voilà.
si on fixe le corps étranger ici, que ce soit bactéries, toxines, virus, on va l'agglutiner et on va le désactiver. Voilà, donc résumé de la structure, donc de fonction des protéines. La fonction des protéines dépend de leur structure. Donc vous avez une structure fibreuse insoluble qui est dans les protéines fibreuses et qui a un rôle de renforcement des tissus de résistance à la traction, de contraction musculaire, ainsi de suite. Et vous avez aussi les protéines globulaires qui sont sphériques et solubles, qui ont un rôle dans la catalyse, le transport, la régulation du pH, la régulation du métabolisme et la défense de l'organisme. Donc sur ce, donc, nous avons terminé le chapitre 2 qui est les protéines. Donc on se rencontre la prochaine fois pour les glucides. Donc je vous remercie.